chez vous, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, aux États-Unis, en France, bonsoir et bonjour. Vous êtes à Mbandaka, à Lubumbashi, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lodja, vous êtes dans les Kasaï, vous êtes branchés sur la chaîne télévision 10e rue. On va analyser beaucoup de sujets aujourd'hui. On va prendre d'abord le conflit qui oppose deux leaders au sein de l'église musulmane en RDC. Qui chapeaute cette église exactement? On parlera également des perspectives d'avenir de l'Assemblée pour le changement de la République. Est-ce que, pour le changement plutôt, de Moïse Katumbi, est-ce que Moïse Katumbi sera candidat en 2023 ou aux élections de 2023? Est-ce que c'est lui qui est choisi pour affronter Félix-Antoine Tshisekedi? On parlera également du rapprochement qu'il y a peu entre Matata Ponyo et Martin Fayulu. Qu'est-ce qui mijote exactement? Est-ce que Matata va soutenir Fayulu ou c'est Fayulu qui va soutenir Matata? On parlera également de l'état de siège décrété il y a un an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ensuite, on va chuter par une année de Sama Lukonde à la tête du gouvernement congolais. Alors sur ce plateau, nous avons Moïse Monidela, qui est secrétaire général adjoint d'Ensemble pour le changement, qui est une plateforme dirigée justement par Moïse Katumbi. Il est également président d'un parti politique, CONADEC. Bonsoir, monsieur Moïse Monidela. Bonsoir, c'est CONADI. CONADI, voilà. Conservateur de la nature et démocrate. Comment allez-vous? Au rythme du pays, je suis un élément d'un ensemble. L'ensemble, c'est la République démocratique du Congo. Et Moïse Monidela, c'est un élément de cet ensemble. Lorsque les grands ensembles ne se portent pas bien, Moïse aussi, Monidela, ne se porte pas. Si les grands ensembles se portent bien, moi de même, c'est comme un moment qui, lorsque l'enfant qui est dans la ventre de la mère, lorsque la maman ne se porte pas bien, l'enfant aussi. Donc je ne vis pas au ciel, je vis sur terre. Donc, je peux dire au rythme du pays. Je me porte au rythme du pays. Je voudrais commencer par votre propre parti politique, CONADI. Comment ça fonctionne maintenant? Est-ce que le CONADI, vu comme étant un parti autonome, ou c'est absorbé dans Ensemble pour le changement? Non, il n'est pas absorbé. Le CONADI, c'est un grand parti. Étant donné que notre vision est planétaire, c'est un parti pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un projet décent, efficace, sans partir de la conservation de la nature. On parle du réchauffement climatique. Donc, et là, même l'économie dépend de la conservation de la nature. Il y a beaucoup de choses. La santé dépend de la conservation de la nature. Donc, c'est un parti qui a des idées, qui a une idée planétaire. Donc, ce que nous préconisons, ce n'est pas seulement pour les Congos, c'est pour la planète, parce que le Congo est un pays à vocation écologique, parce que c'est les poumons du monde, c'est les ventilateurs. Deuxième après le Brésil. Oui, le ventilateur, le congélateur, les climatiseurs du monde, c'est le Congo. D'où nous n'avons même pas besoin, les diamants bien sûr, l'or, tout ça, mais rien que dans ces secteurs-là, si c'est bien géré, on ne peut pas parler de misère dans ce pays. Parce que nous pouvons engager beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je dis que notre parti, c'est un grand parti, parce qu'il défend des grandes idées et qui aujourd'hui, qui gère le monde. Et sans cela, aujourd'hui, le monde, je ne sais pas, même il n'y a pas très longtemps, on a parlé du Covid. On continue à parler du Covid. Mais quand on voit l'origine, on dit que c'est parce que on a mangé ceci, c'est parce que la nature n'a pas été... Parce qu'on n'était pas en harmonie avec la nature. L'Ebola, c'est pareil. Des sida, c'est pareil. On disait que c'était la provenance, c'est des chimpanzés. C'est pour dire que lorsqu'on n'est pas en phase avec la nature, en osmose avec la nature, en harmonie avec la nature, il y a des dégâts, il y a des conséquences fâcheuses. Donc, le CONADE, c'est un pays thématique et c'est un parti thématique. Un parti qui a des idées planétaires. Notre vision est planétaire, d'où un grand parti politique. Et là, sur ce point-là, nous n'avons aucun complexe. Parce que moi, je viens de l'UDPS. Je suis cofondateur de l'UDPS authentique. Ah bon? Je connais ce que c'est, oui.
cofondateur de l'UDPS authentique. Vous avez l'idéologie de l'UDPS. Je suis cofondateur de l'UDPS authentique. Lorsque les 13 parlementaires créent l'UDPS en 1983, je suis membre. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup... Mais qu'est-ce qui a fait que vous lâchiez votre parti initial pour créer un autre... Là, vous appelez-moi dans une mission élaborée. On va parler de Moïse Mouni. Vous savez, c'est difficile de parler de soi. Tout à fait. Mais notez que le divergence d'approche, c'est lorsque l'UDPS ne voulait pas la lutte armée. Alors que Mobutu, il fallait combattre Mobutu avec le langage que lui comprend. Il ne comprenait pas le langage pacifique, il comprenait le langage des armes. Et à un moment, nous avons levé l'option de combattre Mobutu. C'est ainsi que je me suis avec les armes. Oui, je me suis embarqué dans RCDN avec mon ami Roger Lumbala, et Sand City, et puis après, bon, voilà. C'est l'histoire, c'est mon histoire que j'assume et que je ne renie pas du tout. Mais notez que je suis un cofondateur authentique de l'UDPS. Pourquoi je dis ça? Parce que l'UDPS, c'est le plus grand parti au Congo. Et moi, étant vous reconnaissez quand même que l'UDPS est le plus grand parti. C'est le plus grand parti. Parce que moi, j'ai donné ma part pour que l'UDPS arrive là où elle est. Donc, je ne peux qu'être fier de cette partie-là. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun complexe, il n'y a aucun parti qui est plus grand que les miens, le CONADE. Parce que je connais la plupart des partis politiques, c'est lorsque le fondateur ou le président est ministre, PDG, et il achète beaucoup de drapeaux, le parti est grand. Et lorsqu'il n'est plus aux affaires, le parti s'émeurt. Donc la preuve, il y a beaucoup de partis, mais qu'on ne voit même pas. Parce que le leader n'est pas aux affaires. Mais moi, nous avons un parti politique, avec les idées que nous défendons. C'est un parti planétaire. C'est un parti qui a des idées qui ne peuvent pas disparaître. On va prendre le premier sujet, c'est le conflit qui oppose deux leaders au sein de votre église, parce que vous êtes musulman, il faut le rappeler, entre Mangala et l'autre leader... Yachibondo, il y a aussi Ali Mwini. Ils sont trois. Hein. C'est trois. Ah oui. Mais il y a eu élection. Il y a eu élection et c'est une personne qui devait remporter les élections. Qui a remporté les élections et qui chapeaute l'église musulmane aujourd'hui en RDC? Oui, je sais que c'est la mort d'Alam que je dois parler de la division de l'islam. Mais notez que l'islam n'est pas divisé. Parce que l'islam, nous avons une direction. Nous avons un livre. Nous avons une direction, c'est Al-Qabla. Donc, la Mecque, lorsque nous faisons notre prière, nous regardons Al-Qibla, c'est la Mecque. Et tout musulman regarde cette direction-là. Nous avons un livre, les Corans. Aucun musulman peut enjamber les Corans. Qui est votre Bible? Oui, le Coran, bon, c'est l'équivalent de la Bible, parce que la Bible, nous reconnaissons que la Bible, c'est un livre révélé, qui a été révélé à Jésus, Issa bin Mariam. Il y a aussi la Taora qui a été révélée à Moïse, Moussa. Et le Coran a été révélé à Mohammed. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde de près, il n'y a pas de division. Mais la division exacerbée, je dis planifiée et exacerbée par le pouvoir. C'est quel pouvoir? Le pouvoir des Kabila, les pouvoirs successifs. Le pouvoir des Kabila est à la base de cette affaire-là. Parce que, bon? Ben oui. Il y avait un imam, le représentant légal de l'époque, qui ne voulait pas qu'on puisse tripatouiller, bidouiller la Constitution, qu'on puisse respecter les délais constitutionnels. Vous savez, les débats étaient là, le religieux, l'Église catholique et tout ça. Et le musulman, par l'entremise de ce cher Ali Mwini, il avait fait une interview pour dire que non, nous, des musulmans, nous devons respecter la Constitution. Parce que la Constitution, même le Coran, nous dit qu'il faut respecter un accord. Et de l'autre côté, Kabila a utilisé, le régime de Kabila a utilisé d'autres musulmans pour contredire cette version-là. Et voilà la division où ça a commencé. Et lorsque ça veut dire que c'est l'argent qui a joué. Le pouvoir. Pas l'argent, le pouvoir. Mais vous savez que nous étions... Les gens étaient financés ou oui, non? les Congolais ont la mémoire très courte. Vous savez que lorsqu'il y avait un débat ici, Fanda Libela, comment on disait, Oumela, il y a des gens qui disent non, plus jamais. Donc, on arrive à terme, tu dois partir. Il y avait ces deux camps. Et dans tous les milieux, même dans les milieux religieux. Et il s'est fait que dans la religion musulmane, et le pouvoir a opposé les musulmans. Par rapport, c'est ça le débit. Mais puis, le pouvoir a exacerbé cette division. Donc, la division a été planifiée, exécutée. Il a utilisé des gens, des imams, certains imams, pour
pour diviser l'islam. Mais en soi, les musulmans ne sont pas divisés. Parce qu'on peut, on peut être divisé, on peut dire que les musulmans sont divisés lorsqu'ils ne regardent pas la même direction. Lorsqu'il y a des contradictions dans la façon de faire la prière, lorsqu'il y a des contradictions, on vient de faire le ramadan. Tout musulman fait le ramadan. De la même façon, nous prions de la même façon. Il n'y a pas de division en fait. En soi, il n'y a pas de division. J'ai dit bien, si division il y a, c'est des hommes qu'on a utilisés, qu'on a manipulés. Mais le pouvoir de Félix, quand il arrive, et le pouvoir du président Félix, le pouvoir actuel, n'a pas fait mieux. C'est-à-dire, n'a pas dénoué cette situation. Parce que le ministère de la Justice, c'est le ministère qui gère les religions dans notre pays. Et les musulmans, la justice, le ministère de la Justice, n'a pas dénoué cette crise-là, n'a pas démêlé cette crise-là. Qui gère en réalité l'Église Chacun musulmane gère dans son coin, mais en fait... Jusqu'aujourd'hui. Oui, vous appelez ça désordre. Vous appelez quoi? Non, moi je ne peux pas être, ce n'est pas Vita Imana Mazembe. Non, c'est moi. C'est quand même une église qui doit être gérée par une seule personne. Nous regardons, et même s'il y avait ces chéréas, ils étaient à côté de moi, je pouvais leur dire, et ils ne pouvaient même pas brocher. La religion musulmane, elle est dirigée, et la vraie direction, c'est le Coran. La vraie direction, c'est le Coran. On peut, nous, les musulmans, nous sommes en droit de dire, vous ne nous dirigez pas. Du moment où vous êtes divisés de la manière où vous êtes dirigés, vous n'êtes pas digne de diviser la religion musulmane. La religion musulmane, c'est une grande religion, respectée, respectable. Et que nous, on ne peut pas dire qu'il y a tel et tel. Au jour d'aujourd'hui, je dis qu'il y a un désordre. C'est vrai, on ne peut pas s'en cacher. On ne peut pas cacher le soleil avec son petit doigt. C'est vrai, il y a un désordre, mais je dis bien que ce désordre a été exacerbé, orchestré, planifié, par le régime passé. Par le régime passé. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que les conséquences de cette planification, parce qu'on voulait avoir le voix des musulmans. On voulait, et pour cela, et il y a certains qui ont dit non, vous devez quitter le pouvoir à la date échue. Et les autres, le pouvoir a trouvé ça que c'était pas bon, ce n'était pas bien pour son rayonnement, parce qu'il y avait les élections, et les élections vont avoir des électeurs. Et avec cette position qui disait que non, Kabila ne peut pas continuer, il doit respecter la Constitution. L'autre camp, le Kabila a trouvé mieux d'opposer ces camps de légalistes de l'époque. Ils étaient légalistes parce qu'ils étaient... Tout à fait. Après, il s'est passé des élections contestées. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu des élections. Ils sont allés, ils avaient le même voix. C'est comme au Bas-Congo. C'est au Bas-Congo? Non, à la province orientale. Quand les gens se partagent les voix, ils ont le même nombre de voix. À l'élection de gouverneur? Non, c'est au Congo central. J'ai dit, c'est au Congo central, justement. Où il y a eu 2 candidats ayant les mêmes voix. Je crois que même à Tchopo aussi. Oui. Alors, les musulmans, c'était pareil. Ils sont arrivés, il y avait 2 candidats, Mangala et Ali Mouini, qui avaient le même voix. Alors, et là, il y a une interprétation. Léa a dit que non, dans le Coran, c'est le plus âgé. Et le plus âgé, c'est Mangala. Parce que vous vouliez des détails. Mais moi, je ne voulais pas aller dans ce genre de détails. Parce que pour moi, nous, on voudrait juste savoir, au moins, les musulmans nous suivent, et ils voudraient savoir qui est à la tête de l'église musulmane. Aujourd'hui, il y a une confusion. Aujourd'hui, il y a une confusion. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que c'est Mangala, ou c'est Ali Mouini, ou c'est Tchibondo. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il faut, au lieu d'aller dans ce sens, dans le sens de votre question, c'est qu'il faut, c'est l'unification des musulmans. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut la réconciliation. Pour trouver l'unité, pour créer l'unité entre les leaders. Pour créer l'unité, il faut mettre le Coran et les hadiths. Il n'y a pas le statut plus que le Coran. Parce qu'on va nous parler des statuts. Il n'y a pas les statuts pour le musulman. Il n'y a pas un statut plus que le Coran. Qu'on s'incline, qu'on suive le Coran. Tout est là. Et les hadiths, l'hadith, c'est la tradition prophétique. C'est ce que le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, a fait. Ces actes vaut aussi une inspiration de musulmans. C'est une source de lois islamiques. C'est le Coran et les hadiths. Et tout est là. Si on suit ça, on va trouver une solution. Très bien. Alors, on va prendre ensemble pour le changement. Justement, c'est la deuxième thématique de cette émission. Vous faites partie d'Ensemble pour le changement. Vous êtes d'ailleurs secrétaire général adjoint d'Ensemble pour le changement. Comment se porte Ensemble pour le changement? Est-ce que vous vous préparez pour les élections de 2023 ou vous rêvez encore comme rêvent certains partis en RDC?
Donc, je crois que Ensemble pour le changement a prouvé. Hier, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des élections. Malgré le bidouillage, le tripatouillage, Ensemble pour le changement, aujourd'hui, a pas moins de 70 députés. Alors que s'il y avait une plateforme qu'il fallait rayer de la liste, c'est Ensemble pour le changement, pour les raisons que Moïse Katumbi est le leader des Ensemble pour le changement. Et Moïse Katumbi était en opposition, je dirais, frontale avec Kabila. Joseph Kabila. Ah oui, alors donc il ne pouvait pas aller. Mais malgré ça, Ensemble pour le changement a eu 70 députés. Et tout le monde sait qu'il y a des... Parce qu'il y a des moments... C'est pour dire que... On va dire, mais vous continuez. Non. Il y a des places où on ne pouvait pas tricher. Il y a des cas où on ne pouvait pas tricher. Je sais. Moi-même, j'étais candidat. Je connais, il y a des gens, mais il y a d'autres que c'était des listes. Hein. Mais on ne pouvait... Il fallait montrer qu'il y a eu quand même élection. Alors il fallait essayer un peu de saupoudrer le colmatrage et de maquiller. Voilà, c'est comme ça on fait. Même un tricheur, il peut pas. S'il y avait 500 députés sur 500, donc même la communauté, alors ils ont fait. En tenant compte qu'il y a une plateforme qui avait le vent à poupe, que le militant ont porté l'air de Vouli. Je vais parler des Congolais, ont porté l'air de Vouli. Donc si hier, Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi a eu 70 députés, dans les contextes d'hier, avec les élections qui se pointent à l'horizon, Ensemble pour le changement, ou Ensemble pour la République, parce qu'Ensemble pour le changement n'a pas été dissous. C'est une plateforme qui existe, il y a des députés, et il y a des députés qui sont là au nom de ça. Mais faisant partie de l'Union sacrée. Oui, faisant partie de l'Union sacrée, bien entendu. Tout à fait. Alors demain, je crois qu'Ensemble pour le changement aura, je ne sais pas, en tout cas, fera une très très bonne figure. Avec quel candidat? Avec quel candidat à la présidence de la République, par exemple? Mais les candidats, il y en a plein. Hein. L'Ensemble pour le changement est président de valeurs. Moi qui vous parle, Moïse Mounidé, là, j'ai l'expérience. Je ne vais pas parler de moi. Je trouve parfois indécent ou mal à l'aise de parler de soi. Mais je vous dis, notez qu'il y a beaucoup de gens de valeurs. Mais il se fait qu'il y a un candidat qui émerge. Il y a une personnalité qui émerge. C'est Moïse Katumbi qui apparaît comme étant un candidat naturel d'Ensemble pour le changement ou même Ensemble pour la République. Mais venons voir, mais parce qu'il ne s'est pas encore prononcé. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que Moïse Katumbi réunit quand même des conditions. Moïse Katumbi a beaucoup de griefs. Vous n'avez pas peur de rater les élections de 2023 au cas où on soulevait les griefs qu'il porte? Par exemple, il semblerait qu'il n'est pas congolais. Si la loi, par exemple, le projet de loi qui propose Noël Tiani passait au niveau de l'Assemblée nationale et qu'il soit écarté de la course, vous n'avez pas peur de rater pratiquement ces élections? J'ai beaucoup de considération pour les journalistes parce que j'ai eu dans ma vie côtoyé les journalistes. Parfois, on m'identifiait comme journaliste parce que pour ceux qui savent mon passé, je fus vice-ministre à la presse et information. Tout à fait, je sais. Alors, donc un journaliste, il ne dit pas les choses au hasard. Quand vous dites Moïse Katumbi n'est pas congolais, non, c'est pas moi qui le dis. Oui, mais il était gouverneur. Quelqu'un qui était gouverneur dans ce pays, donc il n'était pas congolais. Non, c'est pas moi qui le dis. Ça veut dire que c'est quand on parle du projet de loi Noël Tiani, c'est Ensemble pour le changement qui s'élève pour dénoncer que c'est de l'exclusion. On veut exclure Moïse Katumbi de la course. Ça veut dire que quelque part, Ensemble pour le changement reconnaît que Moïse Katumbi est visé par cette loi. Mais ce qui est vrai, on les vise. Mais moi, j'aimerais bien me ressourcer au propos du président de la République. Que je trouve qu'il a été clair à la matière. Il a dit non, laissez cette affaire-là. Il a dit, le président de la République. Il dit, moi qui vous parle. Moi, il y a mes côtés maternels qui viennent de l'Angola. De l'Angola. Et même Malange, c'est le président. C'est pour dire que c'est un faux débat, ces débats-là. Le président, j'aimerais bien que les gens puissent se ressourcer là. Ça voudrait dire que demain, lorsque le président de la République va se présenter, il y aura des gens qui vont les contester. Et vous trouvez ça bien? Et on conteste Félix Tshisekedi, on conteste Moïse Katumbi, on conteste Jean-Pierre Mbemba, on conteste je ne sais pas qui. Alors le pays va se diviser. On n'a pas besoin d'une telle loi. Ces gens qui cherchent d'écarter les gens avec une loi raciste, sinon raciale, ils ne pèsent pas les conséquences qui peuvent en découler d'une telle décision, d'une telle loi. La Côte d'Ivoire, qui était un pays naguère, un pays prospère, a sombré à cause de la loi sur l'ivoirité. Donc on n'a pas besoin de cette loi-là.
Moïse Katumbi sera, s'il est candidat, il remplit les conditions au regard de la Constitution. C'est pas parce que Moïse Mounidé l'avait qu'il soit. Non, la Constitution lui confère ces droits-là. La Constitution lui confère ce droit-là. Et il faut voir l'article 13, il y a beaucoup d'articles où on dit que pour être candidat président de la République, il faut être de nationalité congolaise d'origine, la nationalité d'origine. Et Moïse Katumbi, il a cette nationalité d'origine. Et si on veut faire la loi que vous venez de faire, qu'on veut adopter cette loi que vous venez de faire à Lijon, c'est-à-dire on va violer la Constitution. Parce que la Constitution est claire. Et puis, dans son article 13, la Constitution parle de l'exclusion, elle parle de la discrimination. On ne peut pas discriminer quelqu'un à cause de la couleur de sa peau, de ses opinions. C'est la Constitution. Alors, ou alors on respecte la Constitution, ou on ne respecte pas la Constitution. Donc on va changer la Constitution, juste parce qu'on veut écarter une personne. Et aujourd'hui, on va changer la Constitution. Vous parlez d'état de siège. La Constitution dit le moment où on est dans l'état de siège, on ne peut pas changer la Constitution. C'est pour dire que quand vous dites qu'il ne va pas se présenter, il a des griefs. Non, je vous dis que je suis en train de tailler en pièces. C'est parce que les gens ne lisent pas. Comme les gens ne lisent pas, moi, le président de la République, qui a dit cette loi, non, ce genre de loi-là, il faut écarter. Les présidents, qui est mieux placé que le président, il a disqualifié cette loi. Parce qu'il sait bien que lui aussi, demain, il a dit, moi, mon côté maternel, on vient de l'Angola, il a dit. Donc ça veut dire que si lui aussi se présente, tu crois que le partisan de Moïse Katumbi vont se laisser faire, vont dire, mais lui, il a dit lui-même, les vidéos sont là, les images sont là. Et puis, vous savez, on n'a pas besoin de cette affaire-là. Pourquoi on n'a pas besoin de cette affaire-là? Parce que la démocratie, l'élection doit être inclusive. Parce que les partisans de Moïse Katumbi, ils vont se référer de la Constitution, encore la Constitution. Qu'est dit le préambule de la Constitution? Le préambule de la Constitution est clair, nous renseigne que les crises récurrentes que nous avons connues dans notre pays ont comme soubassement la crise de légitimité. La légitimité. Des animateurs et des institutions. À supposer qu'on écarte Moïse Katumbi, des millions de partisans de Moïse Katumbi, est-ce qu'ils vont reconnaître les institutions et leurs animateurs? Nous allons retomber dans la crise de légitimité. On n'en a pas besoin. Déjà, vous voyez comment le pays est fragilisé. C'est le président de la République qui se plaint de ce qui se passe à l'Est. Il se plaint, encore le président de la République. Moi, je préfère les citer parce qu'il est mieux placé que vous et moi. Tout à fait. Il est mieux informé que vous et moi. Tout à fait. Si on est incapable de résoudre les problèmes de l'Est, avec tous les moyens, il dit que depuis, l'armée n'a jamais eu de moyens comme on met aujourd'hui. On en parlera aussi. Mais voilà que le pays est déchiré. Le pays, aujourd'hui, il y a une guerre qu'on peut appeler asymétrique, je sais pas, mais les gens meurent au Congo plus qu'en Ukraine. Parfois, les gens ne se rendent pas compte. Et puis, on va ajouter ça, et les problèmes d'exclusion qui va nous amener dans ce que la constitution de notre pays nous prévient, qu'il ne faut pas faire ça. Si vous faites ça, nous allons retomber dans les crises récurrentes. Et il y a des gens, des malins, qui croient servir le pouvoir du président Félix. Non, le président Félix n'a pas besoin de ça. Parce qu'il a dit lui-même que ces genres de lois-là ne sont pas appropriées dans notre pays. Parce que moi, j'ai même une partie de ma famille qui vient de l'Angola. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, comment vous, au sein de Ensemble pour le changement, trouvez la composition de la CENI actuelle? Est-ce que vous pensez qu'avec la CENI actuelle, nous aurons, ou la RTC organisera des élections en 2023? Oui, vous pensez les parce qu'ils ont dit, il a dit Kadima qu'il va organiser des élections. Le président de la République, puis je venais de dire que lui maîtrise mieux que nous la situation du pays. Du nord aussi, de l'est, à l'ouest, tous les enjeux, la problématique, il maîtrise ça mieux que moi. Et il a dit quoi? Que les élections vont se tenir. En 2023. Moi, je le prends au mot. Vous croyez au mot du président de la République? Je crois. Et si dans la pratique, ça revêt autre chose? Mais vous ne voulez pas que je puisse croire à ça? Mais on voit que, quand même, par exemple, vous n'avez pas parlé de la loi qui est là, sous examen. Cette loi-là, c'est une loi d'exclusion. Comment ça?
je parlais de la loi Tchani, qui était là, mais on l'a écartée, mais ça peut revenir. Voilà. Mais la loi qui est là, si ce n'est pas l'exclusion... La loi électorale, mais cette loi-là, ce n'est pas une loi qui permet à ce que les élections puissent se faire dans la transparence. Je parlais de l'exclusion parce que je faisais allusion à la loi Noël Tiani, qui était à un moment, on dit bon, mais elle est toujours là, c'est comme un épouvantail. Oui. On n'a pas dit que cette loi ne reviendra plus. Non, elle est là, justement. Là. Oui, oui, c'est là où vous avez peur, justement. Moi, je n'ai pas peur. Vous m'avez bien regardé, moi, je ne suis pas quelqu'un de peureux. Je vous dis que j'ai commencé la politique en 1983 auprès de Etienne Tshisekedi et des 13 parlementaires. Et alors que j'ai la tête d'avoir quelqu'un qui a peur, je sais comment changer les choses. J'étais en prison. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en prison, monsieur. Je suis allé en prison, quoi? Parce que j'étais au devant de la scène. J'étais en première ligne pour dire non à Kabila qui ne doit pas remplir. Et vous vous souviendrez qu'il y avait une loi en chantier qui est passée à l'Assemblée nationale et qui est allée dans ce qu'on appelle la balade parlementaire, la navette parlementaire. La loi est partie au niveau du Sénat. Et parce que nous avons manifesté, et j'étais en première ligne, nous avons manifesté, et le président Kengo Dondo a extirpé cette loi. En Lingala d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pour dire que le même mécanisme qu'on a utilisé hier, on peut l'utiliser aujourd'hui. Nous sommes encore vivants, nous avons encore la force, même si nous sommes en train de vieillir, mais nous avons encore la force. On doit encore se battre pour la démocratie, parce que la démocratie, c'est un combat pour lequel les hommes dignes, des fois, les hommes épris de paix et de justice se battent depuis le bon. Parce que ça, c'est la démocratie va avec la justice, l'état des droits. Donc, comptez sur nous, que nous avons la possibilité. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons changer des choses. Et lorsqu'un peuple se met debout, il est plus fort qu'une bombe atomique. Et s'il n'y aurait pas élection en 2023, et la CENI, par exemple, nous présente des contraintes sécuritaires, des contraintes budgétaires, des contraintes financières, si jamais en 2023 on arrive et qu'il n'y ait pas élection en 2023, qu'elle prévoit on va se dire, on se moquait du peuple. Là, on se moque de qui là? On est en train de pérorer chaque jour, matin, midi et soir, qu'il y aura élection. Vous savez, nous avons une sorte de jurisprudence dans ce pays. Kabila disait ça, mais lorsqu'il n'a pas organisé l'élection, tu as vu comment nous avons procédé? Nous avons procédé avec le président actuel. Vous prévoyez la même chose? Mais pourquoi pas? Mais c'est démocratique. C'est démocratique. Vous êtes au pouvoir. C'est démocratique. Nous sommes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Vous n'avez qu'à vous rendre compte du tableau. Qui est dessiné par la CENI. Comprendre qu'il est peut-être impossible d'organiser des élections, des bonnes élections pour le moment, et qu'il faille peut-être renvoyer. Je ne connais pas quelqu'un qui est critique à son pouvoir que le président Félix Tshisekedi. Il est très critique. Il vient de critiquer l'armée. Il a critiqué l'enseignement. Il a critiqué même le gouvernement. Il disait la coordination n'est pas bonne. Et donc, on est au pouvoir. Moi, je suis au pouvoir, Je suis au pouvoir, certes, parce que je suis de l'Union sacrée. Via Ensemble pour échanger. Mais je n'ai pas la même responsabilité que ceux qui sont là, que le président de la République, que le Premier ministre. Les responsabilités seront partagées. Qui a fait quoi? Et il doit répondre. Et devant le peuple, vous croyez, vous prenez le peuple pour des gens, ces peuples-là, pour... comme on dit, sans mémoire, sans référence. Non, ces peuples-là, ils se réfèrent, il y a des références dans ce pays. Lorsqu'il n'y aura pas élection, ben, on va dire, il y a beaucoup de choses. À l'époque, avec le pouvoir actuel, avec nos amis de l'UDPS, on disait, si on n'organise pas le pouvoir, les élections, il y a l'article 64. On disait ça, non? C'était démocratique. Une fois, on était avec le président actuel, il était dans des marches. Il était aussi dans des marches. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est légitime. C'est normal de revendiquer, non? Tout à fait. Et on va revendiquer, on ne va pas se taire, on ne va pas accepter qu'on nous dise comme ça, oh, on n'organise pas les élections. Pourquoi vous n'avez pas organisé les élections? Alors que vous disiez que vous avez tous les moyens et vous prenez toutes les précautions, les mesures nécessaires pour organiser les élections. Les élections doivent être organisées à la date constitutionnelle. Peu importe les élections. Non, ou les élections démocratiques, crédibles, et transparentes et apaisées. Pourquoi n'importe quelle élection? Ce n'est pas pour rien que je viens de parler de la loi électorale qui est sous examen. Lorsqu'on extripe la disposition qui dit que il faut publier les résultats bureau par bureau.
Et je ne sais pas pourquoi quelqu'un de bon sens, toute personne de bon sens depuis de paix et de justice, ne peut pas enlever cette disposition. C'est ça l'innovation dans cette loi électorale. Ou alors on veut planifier la triche, on veut planifier le hold-up électoral, on veut planifier une sorte de mascarade électorale. Vous, à votre niveau, comment vous trouvez la loi électorale proposée par le G13? Oui, mais je suis en train de dire que le fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse publier les élections bureau par bureau, comme c'est prévu dans cette loi qui a été innovée par les 13, je dis que c'est de la mauvaise foi, c'est-à-dire c'est quand même inquiet. Pour eux, c'est organiser déjà la tricherie. Oui, c'est organisé, c'est planifié. C'est planifier la tricherie. Parce qu'on ne peut pas refuser la transparence. Sinon, on fait la tricherie, ça va nous ramener à une crise de légitimité. On aime une chose et son contraire. Oui, ça va nous ramener dans la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et ce n'est pas pour rien que cette incise-là, cette disposition-là a été mise à place, a été mise dans la loi électorale. Parce qu'il y a un passé qui nous rattrape, un passé qui n'est pas luisante. Qui n'est pas luisant, je voulais dire. Et il y a une histoire qui n'est pas bonne pour notre pays, en tout cas qui nous honore pas. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a des troubles. Et cette fois-ci, espérons qu'il n'y aura pas de troubles. On frôle la guerre fratricide, la guerre civile. À chaque fois, depuis 2006. Souvenez-vous, en 2006, il y a eu on a proclamé les résultats dans un char de combat. Et il y a eu des gens qui sont morts dans cette ville de Kinshasa. Ça ne va pas en 2006. En 2011, pareil. En 2018, et donc on a frôlé la catastrophe, on a frôlé la division, on a frôlé la séparation. Alors donc on ne peut pas accepter. Il y a eu une fracture, et chaque fois qu'il y a élection, il y a fracture. Hein? Alors nous ne pouvons plus continuer dans cet élan, et c'est pour ça je salue cette loi-là, et cette innovation était remarquable et pertinente. Très bien. On va prendre le rapprochement entre Matata Mponyo et Martin Fayulu. Vous êtes au courant que Matata Mponyo s'est rendu à Fadenraus, échanger avec Martin Fayulu, discuter autour des élections de 2023. Est-ce que vous n'avez pas peur de cette union, de cette unité entre Matata Mponyo, qui fut Premier ministre dans ce pays, et Martin Fayulu, qui, par exemple, draine des foules derrière son dos? Si cette union, s'il faisait unité en 2023, vous n'avez pas peur au niveau d'ensemble pour le changement? Je vous ai dit, cher ami, que je n'ai pas la tête de quelqu'un qui a peur. Moi, je ne perds de personne, je perds de Dieu. Vous savez, moi, j'ai adhéré dans l'UDPS au moment où on disait, Mobutu disait, avec lui, il n'y aura pas un deuxième parti politique. Olinga, Tozali, d'un père. Voilà mon passé. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est peureux. D'ailleurs, Tshisekedi, ce que j'ai appris de Tshisekedi, c'est ce que vous êtes tenté de dire. Il nous disait toujours, il faut vaincre la peur. Et au moment où lui disait ça, il y avait un pape, Jean-Paul II, qui parlait aussi de la peur au Chabot. C'est lui il faut lui donner sa part dans l'effondrement du bloc communiste. Il disait aussi qu'il faut vaincre la peur. La peur, c'est l'ennemi de l'homme. Pourquoi dois-je avoir peur? On ne peut pas avoir peur. On ne doit pas être complexé lorsqu'on fait la politique. Comment vous trouvez? Moi, je suis de l'école des gens qui ne peuvent pas avoir... Je n'ai pas peur. Je suis en train de répondre à la question. Ils peuvent s'unir, ils peuvent se parler. Ils sont Congolais. Et ce sont des Congolais qui se parlent. Les deux adversaires d'hier deviennent amis aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Comment vous trouvez? La politique est dynamique. Tu pouvais t'imaginer que le président, d'ailleurs le président Félix, parfois ça m'étonne, il embrasse facilement les bourreaux de l'UDPS et des militants de l'UDPS que les 13 parlementaires, par exemple. C'est ça mon combat, d'ailleurs, les 13 parlementaires. Mais aujourd'hui, ils sont en train de mener une vie moins honorable. Et pourtant, pendant ce temps, il honore des gens du impère, les mouboutistes, les kabylistes, qui tuaient, qui torturaient, qui emprisonnaient. Il les embrasse facilement, il les gratifie même. Qui pouvait s'imaginer? Qui pouvait s'imaginer? Aux commissaires, aux représentants, c'était des mouboutistes patentés qui injuriaient matin, midi et soir le Tshisekedi, qui voulait la disparition du leader de l'UDPS.
Mais aujourd'hui, Félix travaille avec, il les embrasse même, il les gratifie au détriment de dignes militants, cadres de l'UDPS, les 13 parlementaires sont là, en train de croupir dans une misère, alors que ces gens-là ont tout donné. Donc la politique est dynamique, vous avez l'exemple. Donc pourquoi vous vous étonnez que Matata et Fayoulou se mettent ensemble? Moi, ça ne m'étonne pas. Mais c'est vrai que parfois... C'est normal. Au Congo, parfois c'est étonnant, mais je ne dis pas que c'est bien. Mais entre Matata et Fayoulou, je ne sais pas s'il y a des problèmes en dehors d'une opposition. Mais tandis que c'est ce que je suis en train de dire là. C'est des gens qui ont empoisonné les membres de l'UDPS. Les 13 parlementaires, il y a certains qui sont morts mystérieusement. Il y a d'autres qui sont morts par empoisonnement. Mais lorsque Félix arrive au pouvoir, il traite avec ces gens-là. Il les pardonne. Il les pardonne. Mais il ne pardonne pas les 13 parlementaires. On dit qu'ils ont trahi. Je ne sais pas de quelle trahison. Entre les mouboutistes, les kabylistes patentés, et les 13 parlementaires et les militants de l'IDPS, les cadres de l'IDPS. Je ne comprends pas. Mais au Congo, je ne sais pas, il n'y a pas de logique en politique. Au Congo, il n'y a pas de logique. On se réveiller le matin, qui pouvait s'imaginer que Félix pouvait travailler avec Kabila? Et on nous dit, vous savez la chanson, on dit que la politique est dynamique. Pour noyer... son chien, on l'accuse des rages. Oui, et puis on a les poissons. Hein. Pour noyer des poissons, on dit des choses comme ça. Alors que parfois, c'est des hérésies. Parce que moi, je ne dis pas que ces gens-là, il faut les jeter dans la mer. Il n'y a pas d'inimitié en politique, il y a l'adversité. Mais on ne peut pas gratifier, je dis bien gratifier, honorer ceux qui étaient des bourreaux. On les sort même dans... Ils prennent même dans l'armée, il y a ceux qui étaient colonels, ils deviennent généraux. Ceux qui étaient dans la police, pareil. Et ils sont d'ailleurs en place. Ceux qui tuaient, ceux qui maltraitaient les gens de l'IDPS, les gens de l'opposition. Moi, je viens de la prison il n'y a pas très longtemps. J'étais en prison. Et là, voilà. Mais pourquoi? Mais si hier... Ceux qui vous ont mis en prison hier, aujourd'hui viennent vers vous pour une alliance, allez-vous accepter? Pourquoi pas, mais pas comme ça. Hein. Vous allez regarder les contours. Oui, vous avez trouvé les mots. C'est pas comme ça, sans tenir compte de certains principes élémentaires. Donc, si vous regardez la même direction, il doit y avoir pas l'union des hommes, mais l'union des idées. Est-ce que vous regardez dans la même direction? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Martin Fayoulou hier critiquait la gestion des Matata Ponyo. Je me rappelle, il a d'ailleurs tweeté à l'époque, le jour où on a proclamé Matata Ponyo comme Premier ministre. Martin Fayoulou a tweeté que Matata n'est pas compétent, il ne saura pas gérer ce pays. Aujourd'hui, il accepte que Matata Ponyo... Mais pourquoi vous vous focalisez à moi en me posant cette question alors que Matata... Mais c'est parce que vous êtes leader, nous voudrions avoir votre avis sur cette unité. J'ai déjà donné... Matata est là, il faut aller le demander, Fayoulou est là. Vous m'amenez moi dans une émission où je dois parler de Matata et de Fayoulou. Je dois parler des Congolais. Je parle de Beni Boutembo. Je parle des Ituri. On en parle tout de suite. Oui, parce que si on doit focaliser toute l'émission en train de parler de personnes, moi je parlons quand même de Congolais. C'est très intéressant. Je parlais déjà... C'est l'avenir de Congolais qui est en jeu, par exemple. J'ai déjà répondu. Je ne comprends pas que vous revenez à cette question qui nous prend énormément du temps. Parce qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées. Ils se rencontrent. Où est le problème? D'accord. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas un événement qui peut focaliser notre attention au moment où il y a des morts. Tu sais qu'il y a des morts au Congo, plus qu'en Ukraine. 60, 50, 20, c'est chaque jour. Et ces problèmes-là, voilà ce qui tue le Congo, c'est la banalisation. C'est la banalisation. On banalise tout. On prend l'état de siège, justement, proclamé par le chef de l'État il y a 1 an déjà. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont sous état de siège. Est-ce que vous pensez qu'il y a des avancées depuis que le chef de l'État a proclamé l'état de siège jusqu'à aujourd'hui? Il y a déjà 1 année. Vous pensez qu'il y a des avancées ou il fallait ne pas proclamer cet état de siège? Il y a quelqu'un qui disait que c'est pas le début d'une chose qui compte, c'est la fin du chose. C'est la finalité. Pourquoi l'état de siège? Pourquoi faire? C'est la question qu'on doit se poser. Mais au regard de cette question-là, si on peut trouver une réponse, avant l'état des sièges égale après l'état des sièges.
Comment ça? Avant l'état de siège, il y avait des morts, il y avait des tueries, il y avait des massacres. Pendant qu'on est à l'état de siège, il y a des tueries, il y a des massacres. À la même intensité? Bien sûr, même plus. Et vous le savez, je sais que vous êtes journaliste, vous êtes en train de faire votre travail, vous voulez me tirer de vers du nez, mais le président, encore, je reviens, moi je vais m'inspirer au président de la République. Il n'y a pas très longtemps, il a dénoncé cet état des choses. Avec virulence, mais en français facile, que tout le monde peut comprendre, que la situation ne s'arrange pas. Alors vous me posez moi la question, et je vais dire que la situation s'arrange. Pourquoi? Alors je serai un grand menteur. Mais non, qu'est-ce que vous proposez? Même devant Dieu, Dieu ne voudra pas. Pourquoi? Pour avoir un poste, je dois escamoter la vérité? Non. Je crois que les Congolais, tous les Congolais épris de paix et de justice, nous devons être virulents. Voilà qu'on banalise les morts de nos frères. On prend ça à la légère. Il y a beaucoup de morts. Ça devait... Tu sais qu'il y a ailleurs, quand il y a un fœtus qui meurt par la maladresse d'un agent médical, mais ça peut écrouler tout un gouvernement. Vous proposez quoi à la place? Moi, je connais un type comme Fabius en France, qui a raté d'être candidat président de la République, parce qu'au moment où il était Premier ministre, il y a eu le problème des sangs contaminés. Alors que lui, il était Premier ministre, parce que ça s'est fait pendant son règne, pendant qu'il gouvernait, pendant sa gouvernance, mais ça y est des problèmes. Mais ici, chez nous, on banalise tout. La banalisation. Vous proposez quoi? La désacralisation. Parce que la vie humaine est sacrée. Qu'est-ce que je propose? Est-ce qu'il faut continuer avec les discussions à Nairobi, ou il faut mettre fin à l'état de siège, ou intensifier, ou changer des formes, changer des stratégies face à cet état de siège? Il y a un président du général de Gaulle qui disait un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Il disait encore que en relation internationale, ça c'est un professeur d'ailleurs, c'est pas lui, c'est un professeur Yves Saint-Omer de Paris 8 où j'ai étudié, il disait en relation internationale, il n'y a que des rapports de force qui comptent. Et ça, c'est 2 + 2 = 4. Personne ne peut dire le contraire. Ce qui compte, c'est les rapports de force. Les jours que ceux qui sont, parce que encore le président de la République, vous voyez que je m'inspire de lui. Pourquoi? Parce que si c'était Moïse Mondila qui vient dire, oh, il critique le président, vous voulez... Il a dit, dans un discours devant, au palais, au ministère des Affaires étrangères, il y avait la conférence diplomatique. Le salon diplomatique. Non, une conférence diplomatique. Pas une conférence diplomatique. Ça s'est passé au ministère des Affaires étrangères. Où il a épinglé ces problèmes-là. Il disait que la problématique de l'Est, il n'y a que des voisins qui trouvent un plaisir de perturber la paix chez les autres. Hein? Voilà. C'est ça les problèmes. Là, il a touché les fonds. C'est ça les problèmes. Et il y a l'armée, il y a le porte-parole de l'armée qui a dit que ce qui se passe là, les MV3, c'est les Rwandais, c'est les supplétifs de l'armée rwandaise. Et malheureusement, le lendemain où on a vu un ministre contredire cela, contredire l'armée, alors que la sagesse africaine nous dit que lorsqu'il y a un poisson X qui dit que le poisson Y est malade, il faut accepter parce qu'ils vivent avec lui dans l'eau. Mais les militaires qui sont mieux placés, vous disent que voilà, c'est les Rwandais, c'est le supplétif de l'armée rwandaise. On a arrêté 2 militaires et on voit, voilà, c'est ça. On les a présentés d'ailleurs. Même des régiments. La légèreté, la banalisation, la désacralisation, la vie humaine n'est plus sacrée. C'est ça les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer à se dire, non, il faut les rapports de force. Il faut un problème d'intérêt. Là où nous avons, est-ce que notre intérêt vaut plus que l'intérêt des Congolais? Quand les Congolais meurent, malgré qu'il y a que Kagame, on peut, je ne sais pas, pour ne pas les citer, ça peut être Kagame, ça peut être notre président, on peut signer des accords, mais la vie des Congolais vaut plus que la vie, tous ces accords-là. Dès qu'on met ça sur la table, donc on met ça, on dit que c'est les rapports de force, on se renforce, on dit, le Nairobi, c'est juste en train de répondre à votre question. Tout à fait. Nairobi, non, Nairobi, il faut négocier encore un général. Le général de Gaulle disait que il faut négocier en position de force. Vous pensez que la RDC n'est pas en position de force? Mais le président l'a dit. Le président a dit... n'est pas en position de force? Mais il a dit, on a mis beaucoup d'argent, mais l'armée, il a dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise encore? Moi, en tout cas, moi, j'ai intercepté les messages 5 sur 5 parce qu'il parle en français facile.
On n'a pas besoin d'avoir un décodeur pour décoder le message du chef de l'État. Les chefs des armées qui fustigent les comportements des armées. Ces comportements, une armée qui a ces comportements, est une armée qui est forte. Mais c'est tout dire, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas ça. Le monde entier, nous sommes aujourd'hui la risée du monde entier. Parce qu'on ne comprend pas. On cherche des subterfuges, on cherche des prétextes. Alors que l'affaire est claire. Il faut cibler les sorciers. Il faut les dénoncer. Si vous ne dénoncez pas les sorciers, mais il faut appeler les chats par son. Les gens ont peur de citer le Rwanda, de citer le Kagame. La plupart d'hommes politiques de premier plan, ils ne parlent pas de Kagame. Ils ne parlent pas de Museveni. Alors que ceux-là, c'est pour ça que je salue. Les tireurs des ficelles. Alors que c'est pour ça que je salue, même si le président de la République, lors de cette conférence diplomatique, n'a pas cité nommément, mais tout le monde a compris, il a dit les voisins. Les messages étaient limpides, comme de l'eau dans un verre d'eau, clair. Alors, on va prendre l'autre thème pour terminer cette émission, c'est 1 an de Sama Lukonde. Est-ce que vous pensez que Sama Lukonde a un bilan à présenter à la population congolaise après 1 année? Le bilan, c'est les sachets de la ménagère. Le bilan, c'est l'assiette du plus de mini. C'est là où il faut chercher le bilan. Mais un bon geste vaut plus qu'un discours. Vous voulez parler des discours. Quel discours? Moi, je regarde, non seulement hier, on parlait du panier de la ménagère. Il n'y a plus de la ménagère congolaise. Que les Congolais n'a plus de panier. Il a maintenant un sachet, mais un sachet troué. C'est ça le bilan de Sama Lukonde. Le bilan est négatif. C'est ça le bilan de Sama Lukonde. Et lorsque le président parle, il dit la coordination. Il parle de la coordination c'est le gouvernement. Le pilotage. Le pilotage. Mais voilà, donc, parce que si vous savez, les gens, si c'était, vous êtes critique, je ne suis pas qui, c'est l'objectivité. Et c'est pour ça, moi, parfois, je suis émerveillé de la vérité qu'utilise notre président. Et quand il parle de la justice, il a des mots justes. Il dit, mais c'est la gangrène, le mal, la profondeur de mal est profond. L'ampleur de la corruption. La justice ne l'aide pas. Oui, alors, mais malheureusement qu'on arrête les gens le matin et on les libère le soir. En tout cas, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut bien donner le tableau, peindre les tableaux du Congo plus que les chefs de l'État. Et quand il peint ces tableaux-là, vous savez, les tableaux, il peint ça en noir. Très bien. Et il n'y a pas des avancées significatives. Peut-être, je vais dire, le bilan. Vous avez beaucoup à dire. Le bilan, je vais dire rapidement, nous sommes à la fin. Oui, mais le journal déjà de. Oui, parce que là, on parle de la gratuité de l'enseignement. C'est ça le bilan qu'on va. Et là, peut-être la gratuité de l'enseignement, et puis il y a des ratés, mais au moins, l'idée est là. Il y a des enfants qui n'étudient pas, et qui étudient aujourd'hui. Je peux dire, parce qu'il faut quand même être objectif, mais en dehors de ça, vraiment, le bilan est largement négatif. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Merci d'être passé. Moïse Mondila, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint d'Ensemble pour le changement et président de Conadi, votre propre parti politique. Restez branchés sur les antennes des 10e rue télévision. Le journal, c'est dans quelques instants avec Dan Zeng.